Imaginez la scène. Nous sommes le 15 novembre 1315. Le soleil n'est pas encore levé sur les Alpes suisses. Un brouillard épais rampe sur les eaux noires du lac d'Éagerie, s'accrochant au flanc des montagnes comme un linceul. Dans ce silence glacial, on entend un son. D'abord distant, puis de plus en plus fort. C'est le martèlement de milliers de sabots sur la terre gelée. C'est le cliquetis métallique de l'acier contre l'acier. C'est le grondement sourd d'une armée en marche. Cette armée, c'est la fine fleur de la noblesse autrichienne. 9000 hommes. Des chevaliers en armure complète, montés sur des destriers de guerre qui valent chacun le prix d'une ferme. Des sergents d'armes, des écuyers, des fantassins professionnels. À leur tête, le duc Léopold Ier de Habsbourg, frère du roi des Romains, l'un des hommes les plus puissants d'Europe. Ces guerriers ont écrasé des armées, conquis des territoires, fait trembler des royaumes entiers. Ce matin-là, ils marchent vers ce qu'ils considèrent comme une simple expédition punitive. Une promenade de santé. Leur mission, écraser une poignée de paysans rebelles qui ont eu l'audace de défier l'autorité des Habsbourg. Des bergers. Des fermiers. Des gens qui sentent le fumier et le fromage de chèvre. Le duc Léopold a même refusé d'emmener ses machines de siège. Pourquoi s'encombrer? Ces misérables n'ont même pas de vraies fortifications. Les chevaliers plaisantent entre eux en chevauchant. Certains parient sur le nombre de rebelles qu'ils tueront personnellement. D'autres discutent déjà du partage du butin, des terres qu'ils vont confisquer, des femmes qu'ils vont prendre. L'un d'eux, un comte dont l'histoire n'a pas retenu le nom, se vante qu'il sera rentré chez lui pour le souper. Il ne rentrera jamais. Dans moins de 2 heures, cette armée magnifique, cette démonstration éclatante de la puissance féodale européenne, va cesser d'exister. Elle ne sera pas vaincue. Elle sera annihilée. Exterminée. Effacée de la surface de la terre avec une violence si totale, si absolue, que les survivants se compteront sur les doigts d'une main. Et les responsables de ce massacre? Environ 1500 hommes. Des paysans. Des bergers de montagne en haillons de laine, armés de haches, de massues, de hallebardes improvisées. Des hommes qui n'ont jamais vu un manuel de tactique militaire de leur vie. Des hommes que les chevaliers autrichiens considèrent à peine comme des êtres humains. Ce qui va se passer ce matin-là dans ce passage étroit entre le lac et la montagne va changer l'histoire de l'Europe. Cela va prouver que la chevalerie, cette institution qui domine le continent depuis des siècles, n'est pas invincible. Cela va démontrer qu'un groupe d'hommes libres, combattant pour leur terre et leur liberté, peut détruire une armée professionnelle 10 fois supérieure en nombre. Cette bataille, c'est Morgartan. Et elle va donner naissance à une nation. Mais avant de plonger dans le carnage, avant de décrire comment des paysans ont transformé l'élite militaire européenne en chair à saucisse, il faut comprendre comment on en est arrivé là. Il faut comprendre le monde de 1315. Il faut comprendre qui étaient ces Habsbourg si arrogants, et surtout, qui étaient ces montagnards si obstinés qu'ils ont préféré mourir plutôt que de plier le genou. Cette histoire commence bien avant le 15 novembre. Elle commence dans les vallées reculées des Alpes, là où l'air est si pur qu'il brûle les poumons, et où les hommes sont si têtus qu'ils préfèrent affronter un empire plutôt que de payer un impôt qu'ils jugent injuste. Attachez vos ceintures. Ce voyage va être sanglant. Pour comprendre Morgartan, il faut d'abord comprendre à quel point le monde de 1315 était différent du nôtre. Et surtout, il faut comprendre une vérité fondamentale de cette époque. Si vous n'étiez pas noble, vous n'étiez rien. Le système féodal européen du XIVe siècle n'était pas simplement une organisation politique. C'était une vision du monde, une cosmologie complète qui expliquait pourquoi certains hommes naissaient pour commander et d'autres pour obéir. Dieu lui-même, selon les théologiens de l'époque, avait voulu cette hiérarchie. Les rois régnaient par droit divin. Les nobles combattaient et gouvernaient. Les paysans travaillaient et se taisaient. Remettre en question cet ordre, c'était remettre en question la volonté de Dieu. Au sommet de cette pyramide trônaient les grandes dynasties. Et en 1315, aucune dynastie n'était plus ambitieuse, plus vorace, plus implacable que les Habsbourg. Les Habsbourg. Ce nom résonne encore aujourd'hui comme un synonyme de pouvoir impérial. Mais en 1315, cette famille n'était pas encore la puissance mondiale qu'elle deviendrait plus tard. Elle était encore en construction, encore affamée, encore en train de dévorer tout ce qui se trouvait sur son chemin. Leur ascension avait été fulgurante. Un siècle plus tôt, les Habsbourg n'étaient qu'une famille de petits nobles alsaciens, propriétaires d'un château modeste appelé Habsburg, le château de l'Autour, du nom de l'oiseau de proie.
Mais à travers un mélange de mariages stratégiques, de coups politiques audacieux, et d'une absence totale de scrupules, ils avaient grimpé les échelons du pouvoir avec une vitesse vertigineuse. En 1273, Rodolphe de Habsbourg avait été élu roi des Romains, le titre qui précédait traditionnellement celui d'empereur du Saint-Empire romain germanique. C'était un coup de tonnerre. Cette famille de parvenus venait de s'asseoir sur le trône le plus prestigieux de la chrétienté occidentale. Et Rodolphe n'avait pas l'intention de s'arrêter là. Sa première cible fut l'Autriche. Le duché d'Autriche était l'un des territoires les plus riches d'Europe centrale, et Rodolphe le voulait. En 1278, il écrasa le roi Ottokar de Bohême à la bataille de Marchfeld et s'empara de l'Autriche, de la Styrie, de la Carniole. D'un seul coup, les Habsbourg passèrent du statut de nobles régionaux à celui de puissance européenne majeure. Mais Rodolphe avait une obsession encore plus grande que l'Autriche. Il avait les yeux rivés sur un ensemble de vallées alpines au cœur de l'Europe. Des vallées qui contrôlaient les passages stratégiques entre le nord et le sud du continent. Des vallées peuplées de montagnards qui ne reconnaissaient l'autorité de personne. Ces vallées, c'étaient Uri, Schwyz et Unterwald. Les futurs cantons fondateurs de la Suisse. Pourquoi ces territoires minuscules intéressaient-ils tant un empereur? La réponse tient en deux mots, le Gothard. Le col du Saint-Gothard était, au XIIIe siècle, en train de devenir la route commerciale la plus importante d'Europe. Depuis la construction audacieuse d'un pont suspendu au-dessus des gorges de Schölnen vers 1230, le Gothard offrait le passage le plus direct entre l'Italie et l'Allemagne. Les marchands lombards transportaient leurs soieries, leurs épices, leurs produits de luxe à travers ce col. Des fortunes transitaient par ces montagnes chaque année. Et qui contrôlait l'accès nord au Gothard? Les habitants d'Uri. Ces paysans de montagne, ces bergers illettrés, se trouvaient assis sur une mine d'or géographique. Chaque mule qui passait par leur territoire payait un péage. Chaque marchand qui traversait leur vallée laissait de l'argent derrière lui. Les Habsbourg comprenaient parfaitement l'enjeu. Celui qui contrôlait le Gothard contrôlait le commerce européen. Et il voulait ce contrôle. Mais il y avait un problème. Un problème de taille. Ces vallées alpines n'étaient pas des territoires ordinaires. Depuis des décennies, leurs habitants jouissaient d'un statut particulier. Ils étaient ce qu'on appelait des Reichsfrei, des communautés directement soumises à l'empereur, sans aucun seigneur intermédiaire. Comprenez bien ce que cela signifiait. Dans un monde où tout le monde devait obéissance à quelqu'un, où chaque paysan avait un seigneur, où chaque seigneur avait un suzerain, les habitants d'Uri, de Schwyz et d'Unterwald ne répondaient qu'à l'empereur lui-même. Pas de comte local pour leur imposer des corvées. Pas de baron pour les taxer arbitrairement. Pas de nobles pour exercer le droit de haute et basse justice sur leur famille. Ces montagnards étaient, dans les faits, des hommes libres. Et ils tenaient à cette liberté plus qu'à leur vie. L'empereur Frédéric II de Hohenstaufen avait accordé cette immunité impériale à Uri en 1231, puis à Schwyz en 1240. Ce n'était pas un acte de générosité désintéressée. Frédéric était en guerre perpétuelle contre le pape et contre ses propres vassaux. Il avait besoin d'alliés fiables pour garder les cols alpins ouverts. Ces montagnards féroces, qui ne devaient rien à personne, faisaient des gardiens parfaits. Mais Frédéric mourut en 1250, et avec lui s'éteignit la dynastie des Hohenstaufen. L'Empire sombra dans le chaos du Grand Interrègne, une période de 23 ans sans empereur reconnu. Et pendant ce temps, les Habsbourg se préparaient à dévorer tout ce qui n'était pas défendu. Quand Rodolphe de Habsbourg devint roi des Romains en 1273, il considéra les chartes accordées par son prédécesseur comme du papier sans valeur. Pourquoi respecterait-il les promesses d'un empereur mort? Ces vallées alpines appartenaient naturellement à sa sphère d'influence. Ces paysans devaient lui obéir comme tous les autres. Rodolphe commença à grignoter. Il nomma des baillis habsbourgeois dans la région. Il imposa de nouvelles taxes. Il essaya de placer ses hommes en position clé. Mais les montagnards résistaient. Ils invoquaient leurs anciennes chartes. Ils refusaient de reconnaître les nouveaux fonctionnaires. Ils continuaient à vivre comme si les Habsbourg n'existaient pas. La tension montait, année après année. Les Habsbourg gagnaient du terrain partout ailleurs. Ils achetaient des seigneuries, ils mariaient leurs filles à des héritiers, ils étendaient leur toile à travers toute la Suisse actuelle. Lucerne tomba sous leur influence. Zurich devint un allié. Berne regardait dans leur direction. Seuls ces trois petits cantons forestiers, ces Wallstatten comme on les appelait, refusaient de céder. Puis Rodolphe mourut en 1291. Et quelque chose de remarquable se produisit. Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous un moment pour comprendre qui étaient vraiment ces gens qui allaient défier l'une des plus grandes puissances d'Europe. Oubliez l'image romantique du paysan suisse en costume folklorique, jouant du corps des Alpes devant un chalet pittoresque. Les habitants des cantons forestiers au XIVe siècle n'avaient rien de pittoresque. C'étaient des hommes durs,
forgés par un environnement impitoyable, habitués à une vie de labeur constant et de danger quotidien. Commençons par Uri, le plus ancien des 3 cantons. Uri occupait la vallée de la Reuss, un corridor étroit coincé entre des parois montagneuses vertigineuses. C'était un territoire ingrat, où l'agriculture était presque impossible. Les pentes étaient trop raides, les hivers trop longs, les avalanches trop fréquentes. Les habitants d'Uri ne cultivaient pas la terre. Ils élevaient du bétail. Chaque printemps, les familles d'Uri montaient avec leurs troupeaux vers les alpages d'altitude, ces pâturages de haute montagne où l'herbe grasse nourrissait les vaches pendant l'été. Chaque automne, ils redescendaient avec le bétail, le fromage, le beurre qu'ils avaient produit. C'était une vie de transhumance perpétuelle, de migration saisonnière entre le fond de la vallée et les sommets. Cette vie produisait des hommes extraordinairement endurants. Grimper des pentes à 45 degrés avec un chargement de fromage sur le dos, ça forge des jambes et des poumons. Passer des semaines seuls dans un chalet d'alpage, à surveiller le troupeau contre les loups et les ours, ça développe l'autonomie et la vigilance. Survivre à des hivers où la neige bloque les vallées pendant des mois, ça enseigne la prévoyance et la solidarité. Les hommes d'Uri ne connaissaient pas la guerre des chevaliers, cette guerre de charges spectaculaires et de duels glorieux. Ils connaissaient une guerre différente. La guerre contre la montagne. La guerre contre les éléments. La guerre contre les bêtes sauvages. Et de cette guerre perpétuelle, ils avaient tiré des leçons que les nobles autrichiens ne pouvaient même pas imaginer. Schwyz, le canton voisin, était légèrement différent. La vallée de Schwyz était plus large, moins encaissée, avec des terres arables autour du lac de l'Oers. Mais les Schwyzois partageaient avec leurs voisins d'Uri la même culture de l'indépendance farouche, le même mépris pour l'autorité extérieure, la même capacité à la violence quand on les poussait trop loin. Les hommes de Schwyz avaient une réputation particulière. Ils étaient considérés comme les plus belliqueux des 3 cantons, les plus prompts à dégainer, les plus impitoyables au combat. C'est de leur nom, Schwyz, que dériverait plus tard le nom de la Suisse entière. Ce n'est pas un hasard. Quand les étrangers pensaient aux montagnards suisses, ils pensaient d'abord à ces guerriers redoutables des rives du lac de l'Oers. Unterwald, le 3e canton, était divisé en 2 par une forêt épaisse, Obwald au-dessus, Nidwald en dessous. C'était le territoire le plus isolé, le plus difficile d'accès, le plus sauvage des 3. Les habitants d'Unterwald vivaient dans des vallées si reculées que certaines n'étaient accessibles que par des sentiers de chèvres suspendus au-dessus du vide. Ces 3 communautés partageaient quelque chose de fondamental, une tradition d'autogouvernement qui remontait à des temps immémoriaux. Il n'y avait pas de seigneur dans ces vallées. Il n'y avait pas de château dominant les paysans depuis les hauteurs. Les décisions étaient prises collectivement, lors d'assemblées appelées Landgemeinde, où chaque homme libre avait le droit de parler et de voter. Imaginez le choc culturel. Dans le reste de l'Europe, un paysan qui osait regarder un noble dans les yeux risquait d'être fouetté. Dans les cantons forestiers, les paysans se réunissaient sur une place, débattaient des affaires de la communauté, et élisaient leurs propres magistrats. Ils ne demandaient la permission à personne. Ils ne courbaient l'échine devant personne. Cette tradition d'égalité avait une conséquence militaire directe. Dans une armée féodale, les chevaliers combattaient et les paysans servaient de chair à canon. La gloire allait aux nobles, le sang aux roturiers. Dans les cantons forestiers, il n'y avait pas de distinction. Chaque homme était un guerrier. Chaque homme portait les armes. Chaque homme était responsable de la défense de la communauté. Et quel guerrier c'était? L'armement standard d'un montagnard suisse n'avait rien de spectaculaire. Pas d'armure de plate coûtant une fortune. Pas d'épée finement ciselée. Le Suisse portait une cotte de mailles simple, ou plus souvent, une veste de cuir renforcée. Sur la tête, un chapeau de fer basique ou un simple bonnet de laine. À la ceinture, une dague pour le combat rapproché. Mais son arme principale, c'était la hallebarde. Cette arme redoutable combinait une lame de hache, une pointe de lance et un crochet, le tout monté sur un manche de 2 mètres. Entre les mains d'un montagnard habitué à abattre des arbres et à fendre du bois depuis l'enfance, la hallebarde devenait un instrument de mort d'une efficacité terrifiante. Un coup de hallebarde correctement porté pouvait trancher un bras. Un autre pouvait crocheter un cavalier et le tirer à bas de sa monture. Un troisième pouvait perforer une armure par un point faible. Les Suisses n'avaient pas besoin d'armes sophistiquées. Ils avaient la force, la technique, et une rage froide qui compensaient largement leur équipement rudimentaire. Il y avait aussi une autre arme, plus primitive encore mais terriblement efficace dans le bon contexte. Le Morgenstern, l'étoile du matin. Une massue de bois hérissée de pointes de fer. Ça ne demandait aucun entraînement particulier. Ça ne coûtait presque rien à fabriquer. Et contre un homme en armure, c'était dévastateur. L'armure protégeait contre les coupures, pas contre les impacts. Un bon coup de Morgenstern sur un casque, et le chevalier à l'intérieur avait le crâne fracassé, armure ou pas. Ces hommes n'étaient pas des soldats professionnels. Ils ne connaissaient pas les manœuvres savantes des armées royales. Ils ne savaient pas former une ligne de bataille élégante.
Mais ils savaient quelque chose de bien plus précieux pour ce qui allait se passer à Morgartan. Ils connaissaient leur terrain. Chaque rocher, chaque sentier, chaque recoin de leur montagne était gravé dans leur mémoire collective. Et ils savaient comment utiliser ce terrain pour transformer un avantage numérique écrasant en piège mortel. Voilà qui étaient les hommes des cantons forestiers. Pas des héros romantiques. Pas des chevaliers en armure brillante. Des paysans. Des bergers. Des bûcherons. Des hommes qui sentaient la sueur et le fumier, qui avaient les mains calleuses et le regard dur. Des hommes que la noblesse autrichienne considérait avec un mépris absolu. Ce mépris allait leur coûter très cher. Le 1er août 1291 est une date que chaque Suisse apprend à l'école. C'est la date officielle de fondation de la Confédération helvétique, le jour férié national de la Suisse. Mais comme souvent avec les dates historiques officielles, la réalité est plus compliquée, plus trouble, et beaucoup plus intéressante. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'au début du mois d'août 1291, les représentants des 3 cantons forestiers se sont réunis et ont juré un pacte d'alliance mutuelle. Ce pacte, connu sous le nom de pacte fédéral ou Bundesbrief, existe toujours. On peut le voir aujourd'hui dans un musée à Schwyz, un parchemin jauni par les siècles, portant les sceaux des 3 communautés. Le texte du pacte est rédigé en latin, la langue officielle de l'époque. Et quand on le lit attentivement, on comprend immédiatement pourquoi ces montagnards se sont unis. Ce n'est pas un document idéaliste sur la liberté et la fraternité. C'est un pacte de survie, écrit par des hommes qui sentaient le danger approcher. Le pacte commence par une formule standard de l'époque, invoquant le nom du Seigneur. Puis il entre immédiatement dans le vif du sujet. Les habitants d'Uri, de Schwyz et d'Unterwald, considérant la malice des temps, s'engagent à se défendre mutuellement contre toute agression. Si l'un des cantons est attaqué, les 2 autres viendront à son secours. Chacun défendra l'autre de tout son pouvoir et à ses frais. Mais le passage le plus révélateur est celui qui concerne les juges. Le pacte stipule expressément que les cantons n'accepteront aucun juge qui aurait acheté sa charge ou qui ne serait pas originaire de nos vallées. En d'autres termes, pas de fonctionnaires habsbourgeois. Pas de baillis imposés de l'extérieur. Les montagnards régleront leurs affaires entre eux, merci beaucoup. C'était une déclaration d'indépendance à peine déguisée. Les Habsbourg nommaient des baillis partout où ils étendaient leur influence. Ces baillis rendaient la justice, collectaient les impôts, représentaient l'autorité ducale. Refuser les baillis, c'était refuser la domination habsbourgeoise. Pourquoi ce pacte a-t-il été conclu précisément en 1291? La réponse est simple, le roi Rodolphe de Habsbourg venait de mourir le 15 juillet 1291. Pendant près de 20 ans, ce monarque redoutable avait construit méthodiquement l'empire habsbourgeois. Sa mort créait un vide de pouvoir, une période d'incertitude où les cartes allaient être rebattues. Les montagnards savaient que les héritiers de Rodolphe, ses fils Albert et Rodolphe II, allaient se disputer le pouvoir. Ils savaient que pendant cette période de trouble, ils avaient une fenêtre d'opportunité pour solidifier leur position. Ils savaient aussi que tôt ou tard, un nouveau Habsbourg viendrait réclamer ce que son père considérait comme sien. Le pacte de 1291 était une assurance vie collective. Une promesse solennelle que quoi qu'il arrive, les 3 cantons feraient front ensemble. Maintenant, il faut parler de la légende. Car autour de ce pacte historique s'est cristallisée une des mythologies nationales les plus puissantes d'Europe, la légende de Guillaume Tell et le serment du Grutli. Selon la tradition, le pacte n'aurait pas été signé dans une salle de réunion, mais en plein air, sur une prairie au bord du lac des 4 cantons appelé le Grutli. Là, dans le secret de la nuit, 3 hommes représentant les 3 cantons auraient levé la main vers le ciel étoilé et juré de mourir plutôt que de vivre en esclaves. Werner Stoffacher pour Schwyz, Walter Fürst pour Uri, Arnold von Melchthal pour Unterwald. 3 patriarches, 3 serments, une nation. Cette image romantique a été immortalisée par Friedrich Schiller dans sa pièce Guillaume Tell en 1804, et elle reste profondément ancrée dans l'imaginaire suisse. Chaque 1er août, des feux s'allument sur les montagnes pour commémorer ce serment mythique. Mais était-ce vraiment comme ça? Probablement pas. Les historiens modernes considèrent le serment du Grutli comme une construction légendaire ultérieure, brodée autour du noyau historique du pacte de 1291. Les noms des 3 conjurés n'apparaissent dans aucun document d'époque. La prairie du Grutli n'est mentionnée qu'un siècle et demi plus tard. Quant à Guillaume Tell, le héros archer qui aurait défié le tyran Gesley en refusant de saluer son chapeau, puis sauvé son fils en tirant une flèche à travers une pomme, puis assassiné le bailli d'un carreau d'arbalète, c'est presque certainement une fiction. L'histoire de l'archer forcé de tirer sur une cible placée sur la tête de son propre enfant existe dans le folklore de plusieurs pays, du Danemark à l'Angleterre. Guillaume Tell est probablement un amalgame de ces récits, appropriés par les Suisses pour personnifier leur résistance à l'oppression. Mais voici la chose importante, que la légende soit historiquement exacte ou non, elle dit une vérité profonde sur l'esprit des cantons forestiers. Ces hommes étaient réellement prêts à mourir pour leur liberté.
Il haïssait réellement les baillis étrangers avec une passion brûlante. Il s'était réellement uni dans un pacte de résistance. La légende n'a pas créé cet esprit. Elle l'a simplement cristallisé en images et en récits que chaque génération pouvait comprendre et transmettre. Et cet esprit allait être mis à l'épreuve très bientôt. Après la mort de Rodolphe, son fils Albert de Habsbourg mena une lutte acharnée pour le pouvoir impérial. En 1298, il devint enfin roi des Romains après avoir vaincu son rival Adolphe de Nassau à la bataille de Gueulem. Albert était un homme dur, impitoyable, encore plus déterminé que son père à soumettre les cantons rebelles. Les chroniques de l'époque décrivent Albert comme borgne, ayant perdu un œil à la suite d'un empoisonnement. Ce handicap physique ne diminuait en rien sa férocité. Au contraire, il semblait l'avoir rendu plus amer, plus cruel, plus implacable. Albert serra la vis sur les cantons forestiers. Il augmenta les taxes. Il nomma des baillis de plus en plus arrogants. Il fit clairement comprendre que l'autonomie dont jouissaient ces montagnards était temporaire, une anomalie qu'il corrigerait dès qu'il aurait les mains libres. Les tensions atteignirent leur paroxysme dans les premières années du XIVe siècle. Les chroniques parlent d'incidents violents, de baillis maltraités, de révoltes locales réprimées. L'atmosphère était électrique. Puis, le 1er mai 1308, quelque chose de stupéfiant se produisit. Le roi Albert de Habsbourg fut assassiné. Et pas par un paysan suisse en révolte. Par son propre neveu, Jean de Souabe, qui estimait avoir été spolié de son héritage. L'assassinat eut lieu à Windisch, en Argovie, à quelques dizaines de kilomètres des cantons forestiers. Jean et ses complices tendirent une embuscade au roi alors qu'il traversait la Reuss et le tuèrent de plusieurs coups d'épée. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à travers les Alpes. Pour les montagnards, c'était un signe du ciel. Le tyran était mort. Mais leur joie fut de courte durée. Car si Albert était mort, la maison Habsbourg était bien vivante. Et elle était furieuse. Le nouveau roi des Romains, Henri VII de Luxembourg, n'était pas un Habsbourg. Pendant quelques années, les cantons respirèrent. Henri confirma leurs anciennes libertés, pas par sympathie particulière, mais parce qu'il avait besoin de stabilité pour ses propres projets impériaux en Italie. Mais Henri mourut à son tour en 1313, probablement empoisonné. Et cette fois, le pendule revint vers les Habsbourg. Frédéric le Beau, fils du roi Albert assassiné, fut l'un des prétendants au trône. Il ne fut pas élu roi des Romains, ce titre allant à Louis de Bavière, mais il restait duc d'Autriche, chef de la maison Habsbourg, et il avait une mémoire longue. Frédéric n'oubliait pas que son père avait été tué non loin de ses cantons rebelles. Il n'oubliait pas que ces montagnards avaient célébré la mort d'Albert. Et son frère cadet, le duc Léopold, était encore plus assoiffé de vengeance. Les Habsbourg attendaient leur heure. Et en 1315, ils eurent enfin leur prétexte. L'année 1314 fut une année de tensions croissantes, de provocations mutuelles, et de cette atmosphère électrique qui précède toujours les grandes catastrophes. Les Habsbourg et les cantons forestiers se regardaient en chiens de faïence, chacun attendant que l'autre fasse le premier faux pas. Ce faux pas vint des Chuisois. Et il fut spectaculaire. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord parler de l'abbaye d'Ensisdeln. Ce monastère bénédictin, niché dans une vallée à quelques kilomètres au nord du canton de Schwyz, était l'un des lieux de pèlerinage les plus importants d'Europe centrale. Des milliers de fidèles y affluaient chaque année pour vénérer la Vierge Noire, une statue miraculeuse censée avoir été consacrée par le Christ lui-même. L'abbaye était aussi fabuleusement riche. Des siècles de donations pieuses avaient rempli ses coffres d'or, d'argent, de joyaux. Ses caves regorgeaient de vin. Ses greniers débordaient de grains. Et surtout, l'abbaye possédait des terres. Beaucoup de terres. Des terres qui s'étendaient jusqu'aux frontières du canton de Schwyz, créant des disputes territoriales interminables. Les relations entre l'abbaye et les Chuisois avaient toujours été tendues. Les moines réclamaient des droits de pâturage que les montagnards contestaient. Les Chuisois coupaient du bois dans des forêts que l'abbaye considérait comme siennes. Des procès s'éternisaient devant les tribunaux ecclésiastiques. Des rancœurs s'accumulaient, génération après génération. Mais l'abbaye d'Ensisdeln avait un protecteur puissant, la maison Habsbourg. Les ducs d'Autriche étaient les avoués officiels du monastère, ses défenseurs attitrés. Toute attaque contre l'abbaye était une attaque contre les Habsbourg eux-mêmes. Les Chuisois le savaient parfaitement. Et en janvier 1314, ils attaquèrent quand même. L'expédition fut menée par des hommes que les chroniques décrivent comme des gens du commun, des paysans ordinaires exaspérés par les prétentions territoriales des moines. Mais il y avait certainement des meneurs, des hommes qui avaient planifié l'opération et choisi le moment parfait. Ce moment, c'était la nuit de l'Épiphanie, le 6 janvier. Les moines célébraient la fête des rois dans leur église, chantant des hymnes à la gloire des mages venus d'Orient. Pendant ce temps, une troupe de Chuisois escaladait les murs du monastère. Ce qui suivit fut un saccage en règle. Les Chuisois ne tuèrent personne, fait remarquable pour l'époque,
mais ils pillèrent systématiquement tout ce qu'ils pouvaient emporter. Ils vidèrent les coffres de l'abbaye. Ils embarquèrent les calices d'or et les chandeliers d'argent. Ils raflèrent les provisions des caves et des greniers. Puis, cerise sur le gâteau, ils emmenèrent plusieurs moines en otage, les traînant à travers la neige jusqu'à Schwyz où ils furent jetés en prison. L'audace de l'opération était stupéfiante. Attaquer une abbaye, c'était déjà un sacrilège grave aux yeux de l'Église. Mais attaquer une abbaye protégée par les Habsbourg, c'était une déclaration de guerre à peine déguisée. Les Schwyzois savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils crachaient au visage de la dynastie la plus puissante d'Europe centrale. La réaction fut immédiate et prévisible. L'évêque de Constance, sous la pression des Habsbourg, lança une excommunication contre tout le canton de Schwyz. L'excommunication était l'arme nucléaire de l'époque médiévale. Elle signifiait que chaque habitant de Schwyz était désormais coupé de l'Église. Pas de messe. Pas de confession. Pas de communion. Pas d'enterrement chrétien. Dans une société où la religion imprégnait chaque aspect de la vie quotidienne, c'était une condamnation terrifiante. Mais les Schwyzois ne cédèrent pas. Ils gardèrent leurs otages. Ils gardèrent leur butin. Et ils regardèrent les Habsbourg droit dans les yeux, attendant la suite. Le duc Léopold Ier de Habsbourg était furieux. Ce jeune prince de 24 ans, frère cadet du duc Frédéric le Beau, était connu pour son tempérament bouillant et son sens de l'honneur sourcilleux. L'affront fait à l'abbaye d'Ensidel n'était pour lui une insulte personnelle, une gifle qu'il ne pouvait pas laisser impunie. Léopold commença immédiatement à rassembler une armée. Il envoya des messagers à tous les vassaux habsbourgeois, convoquant le ban féodal. Il contacta les villes alliées, Zurich, Lucerne, Zoug, leur rappelant leurs obligations. Il fit venir des contingents de Souabe, d'Alsace, d'Argovie. De toute l'Europe centrale, des chevaliers répondirent à l'appel, attirés par la perspective d'une campagne facile et d'un butin généreux. Car c'est ainsi que Léopold présentait l'expédition, une promenade militaire contre des paysans indisciplinés. Une opération de police, pas une vraie guerre. Les nobles qui se rassemblaient sous sa bannière s'attendaient à quelques semaines de chevauchée dans les montagnes, suivis d'un retour triomphal avec des charrettes pleines de fromage et de bétail confisqué. Personne ne s'attendait à une vraie résistance. Comment ces bergers pourraient-ils tenir face à la fine fleur de la chevalerie autrichienne? L'idée même était risible. Pendant que Léopold rassemblait ses forces, les cantons forestiers ne restaient pas inactifs. Le pacte de 1291 fut invoqué. Uri et Unterwald confirmèrent leur soutien à Schwyz. Les trois communautés commencèrent à coordonner leur défense. Des messagers couraient d'une vallée à l'autre, portant des nouvelles et des instructions. Des guetteurs furent postés sur les cols et les sommets, surveillant les mouvements ennemis. Les forgerons travaillaient jour et nuit, réparant les armes, forgeant des pointes de hallebarde, aiguisant les lames. Et surtout, les montagnards étudiaient le terrain. Ils savaient que les Autrichiens viendraient. La question était, par où? Il y avait plusieurs routes possibles pour envahir les cantons forestiers depuis le nord. La plus directe passait par Zoug, puis longeait la rive orientale du lac Déagerie avant de franchir le col Déagerie pour descendre vers Schwyz. C'était un chemin étroit, coincé entre le lac et les pentes abruptes du Morgarten. Un chemin parfait pour une embuscade. Les Schwyzois connaissaient ce passage mieux que quiconque. Ils l'avaient emprunté des milliers de fois pour aller commercer à Zoug ou au-delà. Ils savaient exactement où le chemin se rétrécissait, où les pentes étaient les plus raides, où un homme pouvait se cacher pour surprendre un voyageur. Ils commencèrent à préparer leur piège. Pour comprendre le désastre qui allait s'abattre sur l'armée autrichienne, il faut comprendre l'homme qui la commandait. Le duc Léopold Ier de Habsbourg était, à bien des égards, l'archétype du prince féodal de son époque, avec toutes les qualités et tous les défauts que cela impliquait. Né en 1290, Léopold était le troisième fils du roi Albert Ier. Il avait grandi dans l'ombre de ses frères aînés, Frédéric et Léopold l'Ancien, mais cette position cadette ne l'avait pas rendu humble. Au contraire, elle avait aiguisé son ambition et son désir de prouver sa valeur. Les chroniques de l'époque décrivent Léopold comme un homme de belle apparence, grand et fort, excellent cavalier et combattant accompli. Il avait été élevé selon les préceptes de la chevalerie, formé au maniement des armes dès l'enfance, instruit dans les arts de la guerre et de la cour. À 24 ans, il brûlait de se couvrir de gloire. Mais Léopold avait un défaut fatal, l'arrogance. Pas simplement la confiance en soi normale d'un jeune noble bien né. Une arrogance profonde, structurelle, qui l'aveuglait sur ses propres limites et sur les capacités de ses adversaires. Cette arrogance était partagée par toute la noblesse de son temps. Le système féodal reposait sur la conviction que les nobles étaient intrinsèquement supérieurs aux roturiers, non seulement socialement, mais moralement et physiquement. Un chevalier était, par définition, plus courageux, plus fort, plus intelligent qu'un paysan. C'était l'ordre naturel des choses, voulu par Dieu. Cette conviction avait été renforcée par des siècles de victoires.
La cavalerie lourde féodale dominait les champs de bataille européens depuis Charlemagne. Les charges de chevaliers avaient écrasé les Vikings, les Sarrasins, les Slaves. Face à cette muraille de fer montée sur des destriers de guerre, les fantassins paysans n'étaient que de la chair à canon, bons à fuir ou à mourir. Léopold n'avait aucune raison de penser que les montagnards suisses seraient différents. Oui, ils étaient réputés obstinés. Oui, ils avaient un terrain difficile. Mais au final, c'étaient des paysans. Des gens qui élevaient des vaches et fabriquaient du fromage. Comment pourraient-ils résister à la puissance combinée de la noblesse autrichienne, souabe et alsacienne? Cette certitude transparaît dans tous les préparatifs de la campagne. Léopold ne prit aucune précaution particulière. Il n'envoya pas d'éclaireurs pour reconnaître le terrain en profondeur. Il ne chercha pas à obtenir des renseignements sur les dispositions défensives de l'ennemi. Il ne consulta pas les gens du pays qui auraient pu le prévenir des dangers du passage de Morgartan. Plus révélateur encore, Léopold laissa ses machines de siège à la maison. Les trébuchets, les mangonneaux, les tours d'assaut, tout l'attirail nécessaire pour prendre une position fortifiée resta dans les arsenaux autrichiens. Pourquoi s'encombrer? Ces paysans n'avaient pas de vraies fortifications. Quelques palissades de bois, au mieux. L'armée les balayerait en passant. Léopold commit une autre erreur, peut-être encore plus grave. Il sous-estima l'importance du secret. Les préparatifs d'une expédition militaire de cette ampleur ne pouvaient pas rester confidentiels. Des milliers de chevaliers convergeaient vers les terres habsbourgeoises. Des convois de ravitaillement sillonnaient les routes. Des forgerons travaillaient à plein régime pour équiper les troupes. Les espions des cantons forestiers observaient tout cela avec attention. Chaque mouvement de troupes, chaque rassemblement de chevaliers, chaque convoi de fourrage était noté et rapporté au chef chouisois. Les montagnards savaient exactement combien d'hommes Léopold rassemblait, et ils avaient une bonne idée de la route qu'il comptait emprunter. Car Léopold, dans son arrogance, n'avait même pas essayé de dissimuler ses intentions. Il avait annoncé publiquement qu'il allait punir les rebelles de Schwyz. Il avait fixé un point de rassemblement à Zoug, ville située juste au nord du passage de Morgartan. Ces plans étaient un secret de Polichinelle. Les chroniques mentionnent un détail révélateur. Quelques jours avant le départ de l'armée, un chevalier autrichien aurait averti Léopold des dangers du passage de Morgartan. Ce chevalier connaissait le terrain et savait que le chemin longeant le lac d'Éagerie était un coupe-gorge idéal. Il supplia le duc de choisir une autre route, ou au moins d'envoyer des éclaireurs en force pour sécuriser le passage. Léopold aurait balayé ses inquiétudes d'un revers de main. Craindre une embuscade de paysans? Ridicule. L'armée passerait où elle voulait passer, et malheur à qui tenterait de l'arrêter. Cette anecdote est peut-être apocryphe, ajoutée après coup pour souligner l'hubris du duc. Mais qu'elle soit vraie ou non, elle capture parfaitement l'état d'esprit de Léopold et de ses chevaliers à la veille de Morgartan. L'armée qui se rassembla à Zoug dans les premiers jours de novembre 1315 était impressionnante. Les estimations varient selon les sources, mais les historiens modernes s'accordent généralement sur un chiffre d'environ 9000 hommes, peut-être un peu moins. Le cœur de cette force était constitué de chevaliers en armure complète, la crème de la noblesse habsbourgeoise. Ces hommes portaient des hauberts de mailles couvrant le corps entier, renforcés par des plaques de métal aux points vitaux. Leurs casques, des grands aumes ou des bassinets à visière, protégeaient leur visage. Leurs chevaux eux-mêmes étaient parfois bardés de mailles ou de cuir bouilli. Un chevalier en armure était une véritable forteresse mobile. Son équipement pesait entre 20 et 30 kg, parfois plus. Ajoutez le poids du cavalier lui-même, et vous obtenez une masse de 150 à 200 kg lancée au galop. L'impact d'une charge de cavalerie lourde était dévastateur, capable de briser n'importe quelle ligne d'infanterie en terrain ouvert. Autour de ces chevaliers gravitait une nuée de combattants de moindre rang. Des sergents d'armes, des soldats professionnels qui n'avaient pas le statut de chevalier mais combattaient de manière similaire. Des écuyers, des jeunes nobles en formation qui assistaient leurs maîtres et combattaient à leur côté. Des fantassins, des piquiers et des arbalétriers fournis par les villes alliées. L'armée comprenait aussi une importante logistique. Des chariots de ravitaillement, des tentes, des forges de campagne, des troupeaux de bétail pour nourrir tout ce monde. Une armée médiévale en marche ressemblait à une ville mobile, avec tous les problèmes d'organisation que cela impliquait. Léopold avait également amené les grands noms de la noblesse régionale. Les comtes de Toggenbourg et de Montfort, les barons de Grunenberg et de Bonstetten, des dizaines de familles aristocratiques avaient envoyé leurs fils aînés se couvrir de gloire contre les paysans rebelles. Le ban et l'arrière-ban de l'Autriche antérieure étaient là, impatients d'en découdre. C'était une armée magnifique, clinquante, impressionnante. Une démonstration de puissance féodale dans toute sa splendeur. C'était aussi une armée parfaitement inadaptée au terrain où elle allait combattre. Si vous voulez comprendre Morgartan, vous devez d'abord comprendre le terrain. Car c'est le terrain qui a tué l'armée autrichienne, autant que les hallebardes suisses. Le passage de Morgartan se situe entre le lac d'Éagerie au nord et les pentes abruptes du Morgartan au sud.
C'est un couloir naturel, une bande de terre relativement plate coincée entre l'eau et la montagne. Au Moyen Âge, c'était l'une des routes principales reliant Zoug aux vallées des cantons forestiers. Mais relativement plate est un terme très relatif dans les Alpes suisses. Le chemin qui longeait le lac n'avait rien d'une autoroute romaine. C'était un sentier étroit, boueux en automne, parfois si resserré que 2 cavaliers pouvaient à peine y passer de front. À certains endroits, le chemin passait directement au bord de l'eau, sans aucun espace de manœuvre. À d'autres, il grimpait sur des promontoires rocheux avant de redescendre vers le lac. Au-dessus du chemin, les pentes du Morgarten s'élevaient abruptement. Ces pentes étaient couvertes de forêts denses, de taillis épais, de rochers moussus. Un homme pouvait s'y cacher à quelques mètres du chemin sans être vu. 100 hommes pouvaient s'y dissimuler, attendant en silence le passage d'un voyageur imprudent. Le point le plus critique du passage se trouvait près d'un endroit appelé Chornan, là où le chemin était le plus étroit, coincé entre une paroi rocheuse et les eaux du lac. C'est là que les Chuisois décidèrent de tendre leur embuscade. Imaginez la scène du point de vue d'un soldat autrichien. Vous marchez sur un chemin boueux, serré entre vos camarades devant et derrière. À votre gauche, les eaux grises du lac d'Éagerie clapotent contre les roseaux. À votre droite, une pente raide couverte de sapins et de broussailles monte vers un ciel invisible. Vous ne voyez pas à plus de 20 mètres devant vous à cause des tournants du chemin. Vous ne pouvez pas voir derrière vous à cause de la masse de l'armée. Vous êtes aveugle, sourd, coincé dans une file interminable de chevaux et d'hommes. Maintenant, imaginez ce qui se passe quand, soudain, des rochers commencent à dévaler la pente. Des troncs d'arbres roulent vers vous, fracassant les jambes des chevaux. Des hommes surgissent des fourrés, hurlant, brandissant des haches et des hallebardes. Et vous réalisez, avec une horreur glacée, que vous ne pouvez pas fuir. Devant, le chemin est bloqué. Derrière, la masse de l'armée vous pousse en avant. À gauche, le lac. À droite, la pente où l'ennemi vous attend. Vous êtes piégé. Vous allez mourir. C'est exactement le scénario que les Chuisois avaient prévu. Mais le terrain n'était pas leur seul avantage. Ils avaient aussi le climat de leur côté. La mi-novembre dans les Alpes suisses n'est pas une période agréable. Les journées sont courtes, le soleil se lève tard et se couche tôt. Les nuits sont glaciales, avec des températures descendant régulièrement sous zéro. Le brouillard est omniprésent, s'accrochant aux vallées et aux lacs, réduisant la visibilité à quelques dizaines de mètres. Le 15 novembre 1315, selon les chroniques, le temps était particulièrement maussade. Un brouillard épais couvrait le lac d'Éagerie et les pentes environnantes. Ce brouillard était un cadeau du ciel pour les défenseurs. Il dissimulait leur position, masquait leurs mouvements, empêchait les Autrichiens de voir ce qui les attendait. Le sol était également problématique pour une armée de cavalerie. Les pluies d'automne avaient transformé les chemins en bourbiers. Les sabots des chevaux s'enfonçaient dans la boue, ralentissant la marche. Les roues des chariots se bloquaient. Toute l'armée avançait au pas, étirée sur des kilomètres, incapable de maintenir une formation cohérente. Ces conditions neutralisaient presque entièrement les avantages de la cavalerie lourde. Un chevalier en armure était redoutable sur un champ de bataille ouvert, où il pouvait charger à pleine vitesse et écraser l'infanterie sous le poids de son destrier. Mais sur un chemin boueux, coincé entre un lac et une montagne, ce même chevalier devenait vulnérable. Il ne pouvait pas manœuvrer. Il ne pouvait pas prendre de l'élan. Il ne pouvait même pas fuir. Les Chuisois comprenaient parfaitement ces dynamiques. Ils avaient passé leur vie dans ces montagnes. Ils savaient que le terrain qui leur était familier serait un enfer pour des cavaliers venus des plaines. Ils comptaient sur cette connaissance intime du pays pour compenser leur infériorité numérique écrasante. Il y a un concept militaire moderne qui décrit parfaitement ce que les Chuisois ont fait à Morgarten, le terrain canalisateur. Un terrain canalisateur est un élément géographique qui force l'ennemi à se déplacer dans une direction prévisible, le canalisant vers une zone de destruction préparée. Les rivières, les défilés, les ponts sont des exemples classiques de terrain canalisateur. Le passage de Morgarten était un terrain canalisateur parfait. L'armée autrichienne ne pouvait pas contourner le lac. Elle ne pouvait pas escalader les pentes abruptes du Morgarten avec ses chevaux et ses chariots. Elle était forcée de suivre le chemin, exactement comme les Chuisois l'avaient prévu. Et au bout de ce chemin, la mort attendait. Les Chuisois avaient également préparé le terrain de manière active. Selon certaines sources, ils auraient construit des obstacles sur le chemin, des barricades de troncs d'arbres et de rochers qui bloqueraient l'avance de l'armée au moment critique. Ces obstacles n'avaient pas besoin d'être infranchissables. Ils devaient simplement arrêter la colonne suffisamment longtemps pour que l'embuscade puisse faire son effet. D'autres sources mentionnent des pièges préparés sur les pentes au-dessus du chemin. Des amas de rochers maintenus en équilibre, prêts à être déclenchés pour dévaler sur les Autrichiens. Des troncs d'arbres positionnés pour rouler vers le chemin. Ce genre de préparation était simple mais efficace, transformant la pente elle-même en arme. Les Chuisois avaient également l'avantage de l'information.
Leurs espions leur avaient rapporté la taille de l'armée autrichienne, sa composition, son itinéraire probable. Ils savaient approximativement quand l'ennemi arriverait et par où il passerait. Cette connaissance leur permettait de positionner leurs forces exactement là où elles seraient le plus efficaces. En comparaison, les Autrichiens avançaient à l'aveugle. Léopold n'avait pas envoyé d'éclaireurs en nombre suffisant pour détecter l'embuscade. Son armée s'enfonçait dans le passage de Morgarten comme un homme qui marcherait les yeux fermés vers le bord d'une falaise. Le décor était planté. Le piège était tendu. Il ne restait plus qu'à attendre que la proie s'y précipite. Pendant que l'armée autrichienne se rassemblait à Zug, les cantons forestiers ne restaient pas inactifs. Une activité fébrile régnait dans les vallées d'Uri, de Schwyz et d'Unterwald. Des messagers couraient d'un village à l'autre. Des hommes aiguisaient leurs armes à la lueur des feux. Des familles faisaient leurs adieux, sachant que certains ne reviendraient peut-être pas. Le système de mobilisation des cantons forestiers était radicalement différent de celui d'une armée féodale. Il n'y avait pas de convocation formelle par un seigneur. Il n'y avait pas de période de service limitée. Quand la communauté était menacée, chaque homme valide prenait les armes. C'était aussi simple que cela. Cette mobilisation totale avait des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'était la motivation. Ces hommes ne se battaient pas pour un salaire ou par obligation féodale. Ils se battaient pour leur famille, leur ferme, leur liberté. Chacun avait quelque chose de personnel en jeu. Cette motivation créait une cohésion et une détermination que les armées professionnelles avaient du mal à égaler. L'inconvénient, c'était le manque d'entraînement formel. Les montagnards n'avaient pas de drill régulier, pas de manœuvres coordonnées, pas de tactiques sophistiquées. Ils compensaient par leur connaissance du terrain et par une forme de coordination instinctive née de la vie communautaire. Les historiens estiment que les cantons forestiers ont pu rassembler entre 1300 et 1500 combattants pour la défense de Morgarten. Certaines sources mentionnent des chiffres plus élevés, jusqu'à 4000 hommes, mais ces estimations semblent exagérées. La population totale des trois cantons n'était probablement que de quelques dizaines de milliers d'habitants, et tous les hommes valides n'étaient pas disponibles pour le combat. Ce qui est certain, c'est que les Suisses étaient largement surpassés en nombre. Face à une armée de 9000 hommes, ils alignaient à peine plus d'un millier de combattants. Le rapport de force était d'environ 1 contre 6, voire 1 contre 7. Dans une bataille rangée en terrain ouvert, ces chiffres auraient signifié un massacre à sens unique. Mais les Schwyzois n'avaient aucune intention de livrer une bataille rangée. Le commandement des forces suisses était exercé collectivement, selon la tradition des cantons. Il n'y avait pas de général en chef au sens moderne du terme. Les décisions étaient prises en conseil, avec les chefs des différentes communautés qui délibéraient ensemble. Cependant, certains noms émergent des chroniques comme ayant joué un rôle prépondérant. Werner Stoffacher de Schwyz est souvent mentionné comme l'un des organisateurs de la défense. Ce personnage, qui apparaît aussi dans la légende du serment du Grütli, était apparemment un homme d'une certaine importance dans sa communauté, capable de coordonner les efforts de résistance. La stratégie adoptée par les Suisses était à la fois simple et audacieuse. Plutôt que de défendre les vallées elles-mêmes, ils décidèrent de porter le combat au-devant de l'ennemi, de l'intercepter avant qu'il n'atteigne leur territoire. Le passage de Morgarten offrait l'opportunité parfaite pour une embuscade. Les Suisses s'y positionneraient et frapperaient l'armée autrichienne pendant qu'elle était vulnérable, étalée en colonne de marche. Cette décision de prendre l'offensive était remarquable. Face à un ennemi 6 fois plus nombreux, l'instinct naturel aurait été de se retrancher, de défendre les cols et les passages, de forcer l'ennemi à venir mourir contre des fortifications. Mais les Suisses comprirent que cette stratégie défensive était vouée à l'échec. Ils n'avaient pas assez d'hommes pour défendre tous les accès à leur vallée. Tôt ou tard, les Autrichiens trouveraient un passage et les déborderaient. L'embuscade était leur meilleure chance. Elle leur permettait de concentrer toutes leurs forces en un seul point, de maximiser l'effet de surprise, et de neutraliser les avantages de l'ennemi en cavalerie et en nombre. Les préparatifs furent minutieux. Des éclaireurs furent envoyés pour surveiller l'armée autrichienne et rapporter ses mouvements. Des messagers maintinrent la communication entre les différents groupes de combattants. Des provisions furent rassemblées pour permettre aux hommes de tenir leur position pendant plusieurs jours si nécessaire. Les femmes et les enfants furent évacués vers les vallées intérieures, à l'abri d'une éventuelle percée autrichienne. Le bétail, la richesse principale des montagnards, fut conduit vers les alpages d'altitude. Si la bataille était perdue, au moins les familles et les troupeaux auraient une chance de survie. Les armes furent inspectées et préparées. La hallebarde était l'arme principale des fantassins suisses, mais elle n'était pas la seule. Beaucoup d'hommes portaient également des épées courtes ou des dagues pour le combat rapproché. Certains avaient des arcs ou des arbalètes, bien que les armes de jet ne fussent pas la spécialité des montagnards. Une arme mérite une mention particulière, le morgenstern, ou étoile du matin. Cette massue hérissée de pointes était particulièrement efficace contre les adversaires en armure.
Un coup bien placé pouvait fracturer un os ou assommer un homme à travers son casque. C'était une arme brutale, primitive, mais dévastatrice entre les mains d'un montagnard aux bras musclés par des années de travail physique. Les Suisses se positionnèrent sur les pentes au-dessus du passage de Morgarten dans les jours précédant l'arrivée de l'armée autrichienne. Ils se dissimulèrent dans les forêts, derrière les rochers, dans les taillis épais qui couvraient la montagne. De leurs positions élevées, ils pouvaient observer le chemin en contrebas tout en restant invisibles. L'attente commença. Les heures passaient lentement dans le froid de novembre. Les hommes grelottaient sous leurs manteaux de laine, n'osant pas allumer de feu qui aurait trahi leur présence. Ils mangeaient du pain sec et du fromage, buvaient de l'eau glacée des ruisseaux de montagne. Ils priaient, sans doute, ces hommes qui allaient défier un empire. Puis, dans la grisaille de l'aube du 15 novembre, les guetteurs aperçurent le mouvement. Au loin, sur le chemin venant de Zoug, une masse sombre avançait lentement. Le cliquetis métallique des armures portait dans l'air froid du matin. L'armée autrichienne arrivait. Le moment était venu. L'aube du 15 novembre 1315 se leva sur un monde enveloppé de gris. Le brouillard, ce complice silencieux des embuscades, s'accrochait aux eaux du lac d'Éagerie comme un suaire. Les sommets du Morgarten avaient disparu dans la brume. On ne voyait pas à 50 mètres devant soi. C'était un matin parfait pour mourir. Dans le camp autrichien, près de Zoug, l'activité avait commencé bien avant l'aurore. Les écuyers scellaient les destriers. Les chevaliers enfilaient leurs armures avec l'aide de leurs servants, un processus qui pouvait prendre jusqu'à 1 heure pour un équipement complet. Les fantassins vérifiaient leurs armes, ajustaient leurs casques, avalaient une dernière bouchée de pain avant la marche. Le duc Léopold était déjà debout, donnant ses derniers ordres. Il avait revêtu son armure de cérémonie, celle réservée aux grandes occasions. Son aume était orné d'un cimier spectaculaire, probablement les armes des Habsbourg, cet aigle bicéphale qui symbolisait leur ambition impériale. Il montait un destrier magnifique, un étalon noir aux muscles luisants, caparaçonné aux couleurs de l'Autriche. L'armée se mit en branle dans l'ordre habituel des colonnes de marche médiévales. En tête, un groupe de cavaliers légers servait d'avant-garde, censé repérer les obstacles et signaler tout danger. Derrière revenait le gros de la cavalerie, les chevaliers en armure complète, l'élite de l'armée. Puis suivaient les fantassins, les arbalétriers, et enfin la queue de la colonne avec les chariots de ravitaillement et les non-combattants. Cette formation était standard pour l'époque, mais elle avait un défaut fondamental, elle étirait l'armée sur plusieurs kilomètres. La tête de la colonne pouvait être engagée au combat alors que la queue n'avait même pas encore quitté le camp. Dans un terrain difficile, cette dispersion devenait catastrophique. Léopold chevauchait près de l'avant, entouré de ses principaux vassaux. Les chroniques mentionnent la présence à ses côtés de plusieurs grands seigneurs, le comte Othon de Strasberg, les barons de Grunenberg, de Baldegg, de Bonstetten. C'était la fine fleur de la noblesse habsbourgeoise, des hommes dont les ancêtres avaient combattu aux croisades, qui avaient grandi dans des châteaux et avaient été formés à la guerre depuis l'enfance. Ces hommes plaisantaient entre eux alors que la colonne s'enfonçait dans le brouillard. L'expédition était censée être une promenade. Une démonstration de force qui ramènerait ces paysans rebelles à la raison. Certains parlaient déjà du banquet de victoire qu'ils organisaient à leur retour. D'autres discutaient du partage des terres confisquées aux rebelles. Un chevalier, dont le nom n'a pas été conservé, aurait fait une plaisanterie sinistre ce matin-là. Il aurait dit qu'il comptait rapporter des oreilles de Chuisois comme trophée, qu'il en ferait un collier pour son chien de chasse. Ses compagnons rirent de bon cœur. Dans quelques heures, ce même chevalier serait probablement mort, son corps dépouillé de son armure précieuse, jeté dans les eaux du lac d'Éagerie. La colonne progressait lentement, beaucoup plus lentement que Léopold ne l'avait prévu. Le chemin était en mauvais état, transformé en bourbier par les pluies d'automne. Les sabots des chevaux s'enfonçaient dans la boue jusqu'au boulet. Les roues des chariots se bloquaient constamment, nécessitant des efforts considérables pour les dégager. Le brouillard ajoutait à la confusion. Les cavaliers de l'avant-garde avaient du mal à maintenir le contact visuel avec le gros de l'armée. Les signaux se perdaient dans la grisaille. La colonne avançait presque à l'aveugle, guidée uniquement par le chemin sous les sabots des chevaux. Après quelques kilomètres, la colonne atteignit les rives du lac d'Éagerie. Le chemin longeait maintenant la rive orientale du lac, coincé entre les eaux calmes à gauche et les pentes boisées du Morgarten à droite. Le passage se rétrécissait progressivement. C'est à ce moment que les premiers signes d'inquiétude auraient dû alerter les Autrichiens. Le terrain était manifestement dangereux. Les pentes au-dessus du chemin offraient des positions parfaites pour une embuscade. La visibilité était quasi nulle. Toutes les conditions d'un piège étaient réunies. Mais Léopold ne ralentit pas. Il ne renforça pas son avant-garde. Il ne déploya pas d'éclaireurs sur les pentes. Il continua à avancer, certain que les paysans n'oseraient jamais attaquer une armée aussi puissante. Cette certitude était sur le point de lui coûter très cher. Pendant ce temps, dans les forêts au-dessus du chemin, les Chuisois attendaient. Ils étaient là depuis des heures,
peut-être depuis la veille au soir. Ils grelottaient dans le froid humide, serrés les uns contre les autres pour conserver un peu de chaleur. Mais ils ne bougeaient pas. Ils ne parlaient pas. Ils respiraient à peine. De leur position dissimulée, ils pouvaient entendre l'armée autrichienne approcher bien avant de la voir. Le son portait étrangement dans le brouillard. Le martèlement sourd des sabots sur la terre détrempée. Le cliquetis métallique des armures et des armes. Le grincement des roues de chariot. Les voix des chevaliers qui bavardaient, inconscients du danger. Les guetteurs chouisois, postés aux points d'observation les plus avancés, transmirent l'information vers l'arrière. L'ennemi approchait. La colonne était étirée sur des kilomètres. L'avant-garde venait d'entrer dans la zone de destruction. Le chef des chouisois, quel qu'il fût, attendit. Le timing était crucial. Il fallait laisser suffisamment d'Autrichiens s'engager dans le piège avant de le déclencher. Frapper trop tôt, et l'arrière de la colonne pourrait fuir. Frapper trop tard, et l'avant-garde pourrait traverser le passage et se déployer de l'autre côté. Les minutes passaient. La tension était insoutenable. Les hommes agrippaient leurs hallebardes avec des mains moites de sueur malgré le froid. Certains priaient silencieusement. D'autres regardaient fixement le chemin en contrebas, attendant le signal. Et puis, à un moment impossible à déterminer avec précision, le signal fut donné. Ce qui se passa ensuite ressemblait moins à une bataille qu'à une catastrophe naturelle. Le premier son que les Autrichiens entendirent ne fut pas un cri de guerre. Ce fut un grondement sourd, comme un tonnerre lointain, venant des pentes au-dessus d'eux. Puis le monde bascula dans le chaos. Les Chouisois avaient préparé des avalanches artificielles. Des amas de rochers et de troncs d'arbres, soigneusement positionnés sur les pentes instables, furent déclenchés simultanément. Des tonnes de pierres et de bois dévalèrent vers le chemin, brisant tout sur leur passage. Imaginez l'horreur de ce moment. Vous êtes un chevalier autrichien, assis sur votre destrier, bavardant avec votre voisin. Soudain, un rocher de la taille d'un homme surgit du brouillard au-dessus de vous. Avant que vous puissiez réagir, il percute le cheval devant vous, brisant les jambes de l'animal dans un craquement atroce. Le cavalier est projeté à terre. D'autres rochers suivent, puis des troncs d'arbres qui roulent et rebondissent avec une force meurtrière. Les chevaux paniquèrent instantanément. Ces animaux, entraînés au combat mais pas à ce type de chaos, se cabrèrent, ruèrent, tentèrent de fuir dans toutes les directions. Mais il n'y avait nulle part où fuir. Le chemin était trop étroit. D'un côté, le lac. De l'autre, la pente d'où la mort pleuvait. Devant et derrière, une masse compacte de cavaliers et de fantassins. Puis vinrent les hommes. Les Chouisois surgirent des bois comme des démons sortant de l'enfer. Ils dévalèrent les pentes en hurlant, brandissant leurs hallebardes et leurs morgensternes. Ils ne formaient pas de lignes ordonnées, pas de formation militaire reconnaissable. Ils attaquaient en meute, se jetant sur les Autrichiens désorganisés avec une violence primitive et totale. La première cible des Chouisois fut les chevaux. C'était une tactique délibérée et terriblement efficace. Un chevalier à cheval était une forteresse mobile, presque impossible à tuer pour un fantassin. Mais un chevalier à terre, empêtré dans son armure de 30 kg, était une proie facile. Les hallebardes s'abattirent sur les destriers avec une précision brutale. Le crochet de la hallebarde servait à trancher les jarrets des chevaux, les faisant s'effondrer instantanément. La lame de hache frappait les flancs et les poitrails. Les animaux s'écroulaient en hurlant, écrasant parfois leurs cavaliers sous leur poids. Une fois le chevalier à terre, il était achevé à coups de morgenstern. L'armure qui le protégeait si bien contre les épées et les lances était inutile contre ces massues hérissées de pointes. Un coup sur le casque suffisait à assommer ou à tuer. Un coup sur les bras ou les jambes brisait les os à travers le métal. Les chevaliers mouraient comme des tortues retournées sur le dos, incapables de se relever, écrasés et matraqués jusqu'à ce que mort s'ensuive. Le carnage était indescriptible. Le chemin étroit se transforma en quelques minutes en un charnier fumant. Les corps s'empilaient, créant des obstacles supplémentaires qui bloquaient toute tentative de mouvement. Le sang coulait si abondamment qu'il formait des ruisseaux qui se mêlaient à la boue du chemin. Les Autrichiens tentèrent de se défendre. Il faut leur rendre cette justice. Ces hommes étaient des guerriers entraînés, et beaucoup se battirent avec courage jusqu'à leur dernier souffle. Mais la surprise avait été totale, la confusion était absolue, et le terrain rendait toute résistance organisée impossible. Les chevaliers ne pouvaient pas charger. C'était leur manœuvre de base, celle pour laquelle ils avaient été entraînés toute leur vie, et elle leur était interdite. Le chemin était trop étroit, trop encombré de corps et de débris. Les chevaux qui restaient debout étaient terrorisés, incontrôlables. Les cavaliers ne pouvaient que frapper autour d'eux depuis leur selle, avant d'être à leur tour désarçonnés et massacrés. Les fantassins n'étaient pas mieux lotis. Pris en tenaille entre la cavalerie paniquée devant eux et les Chouisois qui dévalaient les pentes, ils n'avaient aucun espace pour former leur ligne, aucune possibilité de coordonner leur défense. Ils mouraient par grappes, fauchés par les hallebardes ou piétinés par les chevaux affolés.
Une chronique autrichienne de l'époque décrit les scènes de terreur avec une éloquence macabre. Elle parle de chevaliers qui suppliaient pour leur vie, offrant rançon et trésors en échange de leur survie. Mais les Suissois ne faisaient pas de prisonniers. Pas ce jour-là. Ils avaient trop de comptes à régler, trop de rage accumulée. Chaque coup de hallebarde était un acte de vengeance pour des années d'humiliation et d'oppression. Le duc Léopold lui-même se retrouva pris dans le chaos. Selon certaines sources, il combattit vaillamment, essayant de rallier ses hommes, de former une ligne de résistance. Mais c'était impossible. La situation était irrécupérable dès les premières minutes de l'embuscade. Les hommes les plus proches du duc le supplièrent de fuir tant qu'il en était encore temps. Un groupe de chevaliers forma un cordon autour de lui, sacrifiant leur vie pour permettre à leur seigneur de s'échapper. Léopold, la mort dans l'âme, accepta finalement de se replier. Il tourna bride et s'enfuit vers Zoug, accompagné d'une poignée de survivants. Cette fuite du duc marqua la fin de toute résistance organisée. Quand les soldats virent leur commandant partir au galop, le peu de morale qui restait s'effondra. La retraite devint déroute, la déroute devint panique, la panique devint massacre. Des centaines d'hommes, peut-être des milliers, tentèrent de fuir par le seul chemin possible, le lac. Ils se jetèrent dans les eaux glaciales du lac Déagerie, espérant nager vers la rive opposée ou simplement échapper aux Suissois qui les pourchassaient. C'était une erreur fatale. Nous sommes en novembre. Les eaux du lac Déagerie étaient glaciales, peut-être quelques degrés au-dessus de zéro. Les chevaliers qui portaient encore leur armure coulèrent comme des pierres. Ceux qui avaient eu le temps de se débarrasser de leur équipement survécurent quelques minutes de plus, battant désespérément des bras dans l'eau noire, avant que le froid ne les paralyse et ne les entraîne vers le fond. Les chroniques parlent du lac teint de rouge par le sang. C'est probablement une exagération poétique, mais la réalité n'était guère moins horrible. Des dizaines, peut-être des centaines de corps flottaient à la surface, dérivant lentement vers le centre du lac. D'autres gisaient au fond, leurs armures les ancrant à jamais dans la vase. Sur le chemin, le massacre continuait. Les Suissois ne se contentaient pas de tuer les combattants. Ils poursuivaient les fuyards avec une détermination implacable. Ils traquaient les blessés cachés dans les fourrés. Ils achevaient les mourants qui gémissaient dans la boue. C'était une extermination systématique, menée avec une efficacité terrifiante. La bataille, si on peut appeler cela une bataille, dura peut-être 1 heure. Peut-être mois. Les chroniques sont vagues sur la durée exacte. Ce qui est certain, c'est que quand le soleil commença à percer le brouillard, l'armée autrichienne avait cessé d'exister. Le chemin de Morgarten ressemblait à un abattoir. Les corps étaient empilés si haut par endroits qu'ils bloquaient complètement le passage. Le sang avait transformé la boue en une bouillie rougeâtre qui collait aux pieds. Les gémissements des mourants se mêlaient aux cris des chevaux blessés. Et au milieu de ce carnage, les Suissois commencèrent à dépouiller les morts. Le butin était fabuleux. Ces chevaliers avaient emporté avec eux tout ce qu'ils possédaient de précieux, certains que la victoire serait facile et qu'ils rentreraient bientôt chez eux. Armures de prix, épées ornées de pierreries, bourses remplies d'or et d'argent, bijoux portés comme talismans. Tout cela appartenait désormais aux vainqueurs. Les Suissois étaient des paysans. Ils n'avaient jamais vu autant de richesses de leur vie. Un seul aubert de mailles valait plus que tout ce qu'une famille de montagnards possédait. Une seule épée de chevalier représentait des années de revenus. En quelques heures, les vainqueurs de Morgarten étaient devenus riches au-delà de leurs rêves les plus fous. Mais la vraie richesse n'était pas dans l'or et l'argent. Elle était dans ce que cette victoire signifiait. Ces paysans, ces bergers, ces gens que la noblesse méprisait comme des sous-hommes, venaient de détruire une armée professionnelle 6 fois supérieure en nombre. Ils avaient prouvé que la chevalerie n'était pas invincible. Ils avaient prouvé que des hommes libres, combattant pour leur terre et leur liberté, pouvaient vaincre n'importe quel ennemi. Morgarten n'était pas seulement une bataille. C'était une révolution. Quand le soleil se coucha sur le lac Déagerie ce 15 novembre 1315, le monde avait changé. Les survivants autrichiens qui réussirent à s'enfuir vers Zoug et au-delà portaient avec eux des nouvelles qui allaient secouer toute l'Europe. Les chiffres exacts des pertes autrichiennes sont impossibles à établir avec certitude. Les chroniques de l'époque, comme souvent pour les batailles médiévales, oscillent entre l'exagération propagandiste et la minimisation embarrassée. Les sources suisses, compréhensiblement triomphalistes, parlent de milliers de morts du côté autrichien. Certaines chroniques avancent le chiffre de 2000 chevaliers tués, plus des milliers de fantassins. Si ces chiffres sont exacts, cela signifierait que plus de la moitié de l'armée autrichienne périt à Morgarten. Les sources autrichiennes et autres sont plus discrètes sur les pertes, mais elles ne peuvent pas cacher l'ampleur du désastre. Ce qui est certain, c'est qu'un nombre considérable de nobles de haut rang trouvèrent la mort ce jour-là. Les nécrologes des monastères autrichiens mentionnent des dizaines de noms illustres. Le comte de Toggenbourg, les barons de Grunenberg, de Baldegg, de Hunenberg, des représentants de presque toutes les grandes familles de la noblesse habsbourgeoise figurent parmi les victimes. Les pertes suisses, en comparaison, furent dérisoires.
Certaines sources affirment qu'aucun Suissois ne fut tué, ce qui est certainement une exagération. Mais même en admettant quelques dizaines de morts du côté des vainqueurs, le déséquilibre était stupéfiant. Pour chaque Suisse tombé, des dizaines, peut-être des centaines d'Autrichiens avaient péri. Le duc Léopold atteignit Zug en fin de journée, accompagné d'une poignée de survivants hagards. Selon les chroniques, il était dans un état de choc profond, incapable de parler pendant plusieurs heures. L'homme qui était parti le matin même pour une expédition punitive contre des paysans rebelles rentrait le soir en fugitif, ayant perdu la plus grande partie de son armée. La nouvelle de la défaite se répandit comme une traînée de poudre à travers les territoires habsbourgeois, puis à travers toute l'Europe. L'incrédulité fut la première réaction. Comment était-ce possible? Comment une armée de chevaliers, la force militaire la plus redoutable de l'époque, avait-elle pu être anéantie par des paysans armés de haches et de massues? Pour les Habsbourg, Morgartan était une humiliation sans précédent. Le prestige de la dynastie, si soigneusement construit au cours du siècle précédent, venait de subir un coup dévastateur. Les ducs d'Autriche, qui se voyaient comme les futurs maîtres de l'Europe centrale, avaient été ridiculisés par des bergers de montagne. Léopold tenta de minimiser le désastre. Il blâma le terrain, le brouillard, la traîtrise des montagnards qui avaient attaqué par surprise au lieu de combattre honorablement. Mais personne n'était dupe. La vérité était simple et brutale, les Habsbourg avaient été vaincus. Pour les cantons forestiers, en revanche, Morgartan fut une apothéose. Les guerriers rentrèrent chez eux chargés de butin, accueillis en héros par leurs familles et leur communauté. Des fêtes furent organisées dans chaque village. Des chants de victoire furent composés, célébrant la bravoure des combattants et la chute des oppresseurs. Mais les chefs des cantons savaient que la victoire militaire n'était que le début. Les Habsbourg reviendraient. Ils avaient les ressources, les hommes, la volonté de venger cette défaite. Les montagnards devaient profiter de ce répit pour consolider leur position. 9 jours après la bataille, le 9 décembre 1315, les représentants des 3 cantons forestiers se réunirent à Brunan, un village au bord du lac des 4 cantons. Ils venaient renouveler et renforcer leur alliance. Le pacte de Brunan, comme on l'appela, allait bien au-delà du pacte fédéral de 1291. Ce n'était plus simplement une alliance défensive entre voisins. C'était la fondation d'une véritable confédération, une entité politique nouvelle qui n'avait pas d'équivalent en Europe. Le texte du pacte est remarquable par sa clarté et sa fermeté. Les 3 cantons s'engagent à se défendre mutuellement contre toute agression, sans exception. Ils promettent de ne jamais accepter un seigneur étranger sans le consentement unanime des 3 communautés. Ils déclarent que quiconque trahira cette alliance sera considéré comme un traître et traité en conséquence. Mais le passage le plus significatif est celui qui concerne les Habsbourg spécifiquement. Le pacte stipule que les cantons n'accepteront jamais l'autorité d'un seigneur habsbourgeois, quelle que soit sa légitimité supposée. C'était une déclaration d'indépendance formelle, une rupture définitive avec la dynastie qui prétendait régner sur eux. Le pacte de Brunan fut rédigé non pas en latin, la langue officielle des documents juridiques de l'époque, mais en allemand. Ce choix n'était pas anodin. Le latin était la langue de l'Église, de l'Empire, des élites. L'allemand était la langue du peuple, des paysans, des montagnards. En rédigeant leur pacte en allemand, les confédérés affirmaient leur identité distincte, leur refus de se conformer aux conventions des puissants. Le pacte de Brunan peut être considéré comme l'acte de naissance véritable de la Suisse en tant qu'entité politique. Le pacte de 1291 était une alliance de circonstances. Celui de 1315 était une déclaration de principe, un engagement solennel qui allait guider la politique des cantons pendant des siècles. Dans les mois et les années qui suivirent Morgartan, la confédération naissante commença à s'étendre. D'autres communautés, impressionnées par la victoire des cantons forestiers et désireuses de partager leur protection, cherchèrent à rejoindre l'alliance. Lucerne fut la première grande ville à adhérer à la confédération, en 1332. Cette adhésion était particulièrement significative car Lucerne était jusque-là une ville pro-habsbourgeoise, siège d'un important bailliage autrichien. Son ralliement au canton forestier montrait que la victoire de Morgartan avait changé les équilibres de pouvoir dans toute la région. Zurich suivit en 1351, puis Glaris et Zug en 1352, puis Berne en 1353. En moins de 40 ans, la petite alliance de 3 cantons montagnards s'était transformée en une confédération de 8 cantons, englobant une grande partie de la Suisse actuelle. Les Habsbourg ne restèrent pas inactifs face à cette expansion. Ils tentèrent à plusieurs reprises de reconquérir les territoires perdus, de briser la confédération par la force ou par la diplomatie. Mais chaque tentative se solda par un échec. En 1386, une autre armée autrichienne marcha contre les Suisses. À Sampache, elle rencontra le même destin qu'à Morgartan. La cavalerie habsbourgeoise fut à nouveau massacrée par l'infanterie suisse. Le duc Léopold III, neveu du Léopold de Morgartan, fut tué sur le champ de bataille, son corps criblé de coups de hallebarde.
En 1388, à Nafel, les Autrichiens essayèrent encore. Et encore, ils furent battus. Les Suisses semblaient invincibles sur leur propre terrain. Ces victoires répétées eurent un effet cumulatif dévastateur pour les Habsbourg. Chaque défaite drainait leurs ressources humaines et financières. Chaque défaite érodait leur prestige. Chaque défaite encourageait d'autres communautés à rejoindre la Confédération. Finalement, en 1474, les Habsbourg furent contraints d'accepter la réalité. Ils signèrent un traité de paix perpétuel avec la Confédération, renonçant définitivement à leurs prétentions sur les cantons suisses. 2 siècles de conflit se terminaient par la reconnaissance de facto de l'indépendance suisse. Tout cela avait commencé à Morgarten, un matin de brouillard de novembre 1315, quand 1500 paysans avaient décidé qu'ils préféraient mourir libres que vivre en sujet. Morgarten ne fut pas seulement une victoire militaire. Ce fut un tournant dans l'histoire de la guerre, un moment où les certitudes du monde féodal commencèrent à s'effriter. Pendant des siècles, la cavalerie lourde avait dominé les champs de bataille européens. Le chevalier en armure, monté sur son destrier de guerre, était considéré comme l'arme absolue, la force irrésistible contre laquelle aucune infanterie ne pouvait tenir. Cette conviction était si profondément ancrée qu'elle avait façonné toute l'organisation sociale de l'Europe médiévale. Le système féodal reposait sur l'idée que les nobles combattaient et les paysans travaillaient. Cette division était justifiée par l'argument que seuls les nobles avaient les moyens d'acquérir l'équipement coûteux du chevalier, les chevaux de guerre, les armures, les armes. Et seuls ceux qui combattaient avaient le droit de gouverner. Morgarten remit en question cette équation fondamentale. Des paysans armés de hallebardes, d'armes qui ne coûtaient presque rien à fabriquer, avaient vaincu des chevaliers équipés des meilleures armures de l'époque. La technologie militaire qui sous-tendait la domination de la noblesse venait de montrer ses limites. Les leçons de Morgarten furent lentes à être assimilées par les élites militaires européennes. L'orgueil de la chevalerie était immense, et admettre que des paysans pouvaient vaincre des nobles était psychologiquement inacceptable. Pendant des décennies, les commandants européens continuèrent à lancer des charges de cavalerie frontale, persuadés que ce qui avait marché pendant des siècles continuerait à marcher. Mais les preuves s'accumulaient. Après Morgarten en 1315, il y eut Crécy en 1346, où les archers anglais massacrèrent la chevalerie française. Puis Poitiers en 1356, puis Azincourt en 1415. Chaque bataille ajoutait à la liste des désastres de la cavalerie lourde face à une infanterie bien positionnée et déterminée. Les Suisses, en particulier, devinrent les spécialistes de cette nouvelle forme de guerre. Ils développèrent et perfectionnèrent les tactiques qui avaient fonctionné à Morgarten. Ils formèrent des unités disciplinées, entraînées à combattre en formation serrée, armées de piques de plus en plus longues qui tenaient la cavalerie à distance. Au XVe siècle, l'infanterie suisse était considérée comme la meilleure d'Europe. Les grandes puissances se disputaient le privilège de l'employer. Les rois de France, les ducs de Bourgogne, les papes eux-mêmes engageaient des mercenaires suisses pour former le noyau de leurs armées. Cette réputation militaire eut des conséquences durables. Aujourd'hui encore, la garde suisse protège le Vatican, perpétuant une tradition qui remonte à 1506. Ces hommes en uniforme Renaissance sont les héritiers directs des guerriers de Morgarten, un rappel vivant de l'époque où les montagnards suisses terrifiaient les armées de toute l'Europe. Mais l'héritage de Morgarten va bien au-delà de l'histoire militaire. Cette bataille a façonné l'identité suisse d'une manière qui perdure jusqu'à nos jours. La Suisse moderne est un pays profondément décentralisé, où les cantons jouissent d'une autonomie considérable. Cette structure politique trouve ses racines directes dans la Confédération née à Morgarten et Brunan. Les Suisses d'aujourd'hui votent régulièrement par référendum, perpétuant la tradition des Landgemeinden médiévales où chaque homme libre avait voix au chapitre. La neutralité suisse, cette politique qui a permis au pays de rester à l'écart des grandes guerres européennes pendant des siècles, est également un héritage de cette période. Après avoir prouvé qu'ils pouvaient se défendre contre n'importe quel envahisseur, les Suisses n'avaient plus besoin de chercher des alliances compromettantes. Ils pouvaient se tenir à l'écart des conflits, forts de la certitude que quiconque tenterait de les conquérir le paierait très cher. Le mythe national suisse, avec Guillaume Tell, le serment du Grütli, les héros de Morgarten, a forgé une conscience collective qui transcende les divisions linguistiques et religieuses du pays. La Suisse est une nation de 4 langues, de 2 confessions principales, de dizaines de traditions locales distinctes. Ce qui unit les Suisses, c'est cette histoire commune de résistance et de liberté, cette fierté d'être les descendants d'hommes qui ont défié les empires et gagné. Chaque 1er août, les Suisses célèbrent leur fête nationale en allumant des feux sur les montagnes, comme leurs ancêtres le faisaient pour signaler l'approche d'un danger. Chaque 15 novembre, des cérémonies commémorent la bataille de Morgarten sur les lieux mêmes du combat. Ces rituels entretiennent la mémoire d'une époque où des paysans ont changé l'histoire. Mais il serait naïf de présenter Morgarten uniquement comme une victoire de la liberté contre l'oppression. L'histoire est toujours plus compliquée que les mythes qu'elle engendre. Les Suisses de Morgarten n'étaient pas des démocrates au sens moderne du terme.
Leur société était hiérarchisée, avec des familles dominantes, des exclus, des tensions internes. Leur victoire ne profita pas à tous également. Certains s'enrichirent du butin et du prestige, d'autres restèrent aussi pauvres qu'avant. Et les méthodes employées à Morgartan n'avaient rien de noble. L'embuscade, le massacre des prisonniers, l'achèvement des blessés, tout cela choque notre sensibilité moderne. Les Suisses combattaient pour leur survie, et ils utilisaient tous les moyens à leur disposition. La guerre médiévale n'était pas un tournoi chevaleresque. C'était une affaire brutale, sale, impitoyable. Mais peut-être est-ce justement cette brutalité qui rend Morgartan si significatif. Les montagnards ne se faisaient pas d'illusions sur la nature du conflit. Ils savaient que les Habsbourg voulaient les soumettre, les taxer, les gouverner contre leur volonté. Ils savaient que la défaite signifierait la fin de leur mode de vie, peut-être la fin de leur vie tout court. Face à cette menace existentielle, ils ont choisi de se battre avec une férocité absolue. Cette détermination, cette volonté de tout risquer pour la liberté, est ce qui fait de Morgartan une histoire universelle. Les détails peuvent être spécifiques à la Suisse du XIVe siècle, mais le thème résonne à travers les âges et les cultures. Partout où des peuples ont lutté contre l'oppression, ils ont trouvé dans des récits comme celui-ci une source d'inspiration. Les révolutionnaires américains du XVIIIe siècle connaissaient l'histoire des Suisses et s'en inspiraient. Les patriotes de nombreux pays ont vu dans Morgartan la preuve que les petites nations pouvaient résister aux grandes puissances. Le mythe du citoyen soldat défendant sa terre natale contre l'envahisseur, si puissant dans l'imaginaire occidental, doit beaucoup à cette bataille oubliée dans les Alpes. Alors, que retenir de Morgartan, 7 siècles plus tard? Peut-être ceci, les empires semblent invincibles jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Les puissants méprisent les faibles jusqu'à ce que les faibles leur fassent mordre la poussière. L'arrogance aveugle, et l'aveuglement tue. Le duc Léopold est entré dans le passage de Morgartan certain de sa victoire, convaincu que sa naissance et son rang lui garantissaient le succès. Il en est sorti fugitif, ayant perdu son armée, son honneur, et presque sa vie. Les paysans qu'il méprisait lui ont infligé la pire défaite de sa vie. Il y a là une leçon que les puissants de toutes les époques devraient méditer. Le pouvoir n'est jamais aussi solide qu'il en a l'air. Les certitudes d'aujourd'hui sont les erreurs de demain. Et parfois, les gens qu'on sous-estime le plus sont ceux qui vous détruiront. Les 1500 montagnards qui ont affronté 9000 chevaliers ce matin de novembre 1315 ne savaient probablement pas qu'ils allaient changer l'histoire. Ils voulaient simplement défendre leur famille, leur ferme, leur liberté. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, avec les moyens qu'ils avaient, et ils ont gagné. C'est peut-être la leçon la plus importante de Morgartan. Face à l'impossible, parfois, on gagne quand même. Il suffit de refuser de perdre. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous faites partie des vrais passionnés d'histoire, ceux qui ne se contentent pas des récits superficiels et veulent comprendre les événements qui ont façonné notre monde. Si ce voyage à travers les Alpes du XIVe siècle vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos explorations des destins anciens. Un simple like aide énormément l'algorithme à montrer ces histoires oubliées à d'autres passionnés comme vous. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons une autre bataille qui a changé le destin de l'Europe, une histoire tout aussi sanglante, tout aussi surprenante, tout aussi riche en leçons pour notre époque. À bientôt sur Destins Anciens. Et souvenez-vous, l'histoire appartient à ceux qui refusent de l'oublier.